Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. En tant que maman, je souhaite que mes enfants soient autonomes, qu'ils aient la débrouillardise, les outils pour avancer dans la vie. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on doit mettre en place dès qu'ils sont tout petits? Est-ce qu'on peut leur reprocher à l'adolescence de ne pas être assez autonomes si on ne les a pas accompagnés, guidés vers l'autonomie? D'un autre côté, est-ce que parfois on en demande trop ou même pas assez à nos tout-petits? Est-ce que les responsabilités et les tâches peuvent devenir des clés pour les faire participer à la routine du quotidien et développer un plaisir à avancer dans la vie? Eh bien, ça fait partie des questions que je vais poser aujourd'hui à Cosette Gerget, nutritionniste en pédiatrie, et à Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Mesdames, cette semaine, j'ai une grande question d'entrée de jeu pour vous deux. Est-ce que, selon vos observations cliniques avec votre clientèle, vous pourriez me dire si maintenant, en 2021-22, on responsabilise trop ou pas assez nos tout-petits? Je vais y aller. Je pense pas qu'on responsabilise trop ou pas assez. Je pense que ça dépend vraiment des familles et ça dépend du style parental également, hein. Alors, un parent qui est un peu plus autoritaire de nature va chercher un petit peu plus à responsabiliser son enfant. Mais là, encore une fois, à quel point être directif avec un enfant, c'est l'amener à se responsabiliser. On pourra en reparler dans quelques instants, là. Puis, il y a aussi le parent qui est un petit peu plus dans l'hyperparentalité, qui, lui, veut surprotéger son enfant, qui est constamment aux aguets parce qu'il a peur qu'il lui arrive quelque chose. Bien, généralement, ce n'est pas le parent qui responsabilise le plus son enfant parce qu'il a tendance à faire les choses à sa place. Donc, je pense que ça dépend vraiment des familles. Et en termes de nourriture, toi, Cosette, au point de vue alimentaire, as-tu l'impression qu'on a des changements peut-être dans notre approche maintenant versus peut-être les années 80-90? Oui, en lien, écoute, avec le partage des responsabilités en lien avec l'alimentation, on en parle beaucoup plus, même si c'est un principe qui existe depuis les années 80. Le partage des responsabilités, donc le parent décide de quoi, qu'est-ce que je mets sur la table, il décide l'heure des repas, puis il décide où je m'assois pour manger. Et on essaie de travailler fort, fort sur les parents, de lâcher prise sur le combien. Hein, c'est difficile de lâcher prise sur le combien parce qu'on se dit en tant que parent, je sais ce qu'il y a de mieux pour mon enfant. C'est moi l'adulte, c'est moi qui le sais. Comment je peux faire confiance à mon enfant pour savoir combien il doit manger pour grandir en santé, se développer à son plein potentiel? Donc, on a beaucoup de difficultés à lâcher prise sur le combien, mais ça se travaille. On est de plus en plus informés, on en parle beaucoup plus souvent sur les différentes plateformes. Alors oui, je pense qu'il y a une belle vague qui s'installe dans les familles et ça, je pense que ça va énormément aider les enfants à prendre responsabilité très jeunes pour les tâches qui leur reviennent. Donc, là, si je mange parmi les choix que mon parent m'a proposés et combien mon corps a réellement besoin pour que je puisse grandir, avoir de l'énergie pour passer à travers ma journée et faire le bordel dans ma salle de jeu. Ouais. Et justement, pour rebondir sur ce que Mélanie a amené dans notre style de parentalité, si on y va, par exemple, avec le côté directif. Donc, par exemple, de dire... tu as la responsabilité à, je sais pas, 3 ans, 4 ans, de ramasser ta salle de jeu, sinon, pas d'histoire avant le dodo. Tu sais, responsabilité versus conséquence. Est-ce que c'est souhaitable, Mélanie, en si bas âge comme ça, là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Bien, en fait, peu importe l'âge, pour s'amener à se responsabiliser, s'autodiscipliner, il faut que je développe une motivation intrinsèque. Alors, si même moi, au travail, à 30, 40 ans, mon patron me dit, ben tu dois rentrer à 7h15 le matin parce que c'est comme ça, sinon, ben il y aura des sanctions. Est-ce que ça va m'amener à me responsabiliser? Bon, alors là, j'ai deux choix. Soit que si j'ai un tempérament plus rebelle, je vais dire, ben il n'y en est pas question, je vais m'affirmer, je vais mettre mon pied à terre, puis je ne vais pas respecter ce qu'on me demande. Ou si j'ai un tempérament un petit peu plus soumis, puis un peu moins affirmé, ben je vais le faire,
mais je vais être drôlement frustrée, par exemple. Hein? Fait que je vais être là tous les matins à 7h15, mais quand tu vas me demander d'autres choses, c'est sûr que je vais rouspéter. Alors, je le fais pas par motivation intrinsèque, je le fais parce que j'ai peur de la sanction. Ouais, Et c'est obligation. la même affaire. C'est ça, la conséquence, la punition. Alors, avec nos enfants, c'est la même affaire. Si on est dans un style un peu trop directif de dire, ben, tu dois ramasser ta salle de jeu, sinon il n'y aura pas d'histoire, ben, ça se pourrait que l'enfant le fasse pas parce que je dis, regarde, moi, je n'ai pas d'intérêt, ou il va le faire, mais il ne se responsabilise pas. Alors, la minute que j'ai le dos tourné, il ne le fera pas. Si je ne suis pas là parce que je suis partie au cours de yoga, il ne le fera pas non plus. Alors, ce qu'on veut, c'est enseigner à notre enfant le pourquoi ça serait une bonne affaire qu'il le fasse. Alors, ce qu'on veut, c'est l'amener à se responsabiliser par lui-même et qu'il développe sa propre motivation. Le X, c'est que dans la petite enfance, là, le cerveau de l'enfant est encore trop immature pour que l'enfant puisse raisonner ce genre d'affaires-là et qu'il ait vraiment le goût de le faire. Par exemple, ramasser sa salle de jeu, je reprends l'exemple, mais de dire, ouais, c'est vrai que si je ramasse pas ma salle de jeu, ça va être le bordel, puis je trouverai plus mes affaires après, puis bon, peu importe les raisons pour lesquelles je pourrais le faire. L'enfant, à 3-4 ans, ne va pas raisonner ça. Sauf que si je continue à lui enseigner, à lui répéter le pourquoi des choses, puis à le faire avec lui tranquillement, bien, à un moment donné, à l'âge de 7, 8, 9 ans, il va le faire par lui-même. Moi, ma grande fille, là, sa chambre, c'est le bordel. Elle a 17 ans, sa chambre est encore en bordel. Mais elle s'autodiscipline quand ses amis viennent à la maison. Hein? Je vous jure qu'à cet âge-là, j'ai pas besoin de lui dire de ramasser sa chambre. Elle s'auto-discipline, elle se responsabilise. Si je lui dis, il faut que tu fasses ta chambre, sinon il va y avoir une conséquence, elle ne le fera pas à 17 ans. Elle va m'envoyer promener, tu sais. Alors, c'est un peu ça l'idée derrière la responsabilisation puis le partage des responsabilités puis des tâches. Oui, je comprends. Puis si on regarde Cosette dans l'assiette, tantôt tu nous disais, c'est la responsabilité de l'enfant de décider du combien. Ça veut dire que le fameux « finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert » ou « ah oui, une petite bouchée là. Une petite bouchée, c'est important. Une petite bouchée pour faire plaisir à maman. » Pas vraiment une bonne idée, ça. Non, pas tant, parce que ce que ça enseigne à l'enfant, c'est que ce que ton corps t'envoie comme signaux que tu es trop plein, mais c'est pas la bonne affaire. Il faut pas l'écouter. Il faut la faire taire, cette petite voix, puis tu m'écoutes à moi. Et c'est là où l'enfant se déconnecte de ces signaux puis apprend à manger pour faire plaisir aux autres au lieu de se faire plaisir à lui, d'être satisfait lui et d'atteindre un bien-être. C'est lorsqu'on parle d'alimentation intuitive, être à l'écoute de nos besoins, là, c'est ce qu'on essaie vraiment de garder chez les tout petits, vraiment dès les premières bouchées. C'est quand l'enfant il tourne le visage, il tape la cuillère, il n'en veut plus. Puis on est rendu à faire la cuillère, là, puis faire l'avion, puis faire les... Bon, il est trop... L'enfant nous envoie des signaux qu'il n'en veut pas. Mais ça se peut qu'il ouvre la bouche parce qu'il nous trouve bien drôle, puis là, la cuillère, elle rentre. Ce que j'enseigne à l'enfant, il fait un beau... Puis on finit par l'avoir en pleine face, puis là, on est encore plus fâchés. Vive la patate pousse d'en face, hein? Eh oui. Ah, ça nous est tout déjà arrivé. Moi, chez nous, c'était le brocoli, là, ça tâche, je vous le dis. Ouais. Oui. Alors, de faire confiance à l'enfant sur le combien il a besoin de manger pour se sentir bien et satisfait. Ils le savent, hein? Regardez les enfants qui sont allaités ou qui sont au biberon, lorsqu'ils n'en veulent plus, ils se décrochent. Même si j'essaie de mettre l'autre sein dans la bouche, ils tapent et ils n'en veulent pas. C'est la même chose à l'heure des repas. Pas parce qu'ils sont capables d'agripper les aliments et de les apporter à leur bouche, puis au bout de 5 minutes, ils vont sortir de table, que c'est pas assez. C'est l'enfant qui va déterminer le combien. Mais c'est vraiment de couche en couche, je dis souvent. La personne concernée est responsable du si elle a faim et combien elle a faim. Mais est-ce que donc, ce serait à nous de changer notre lunette de parents? Parce que parfois, là, bon, on le sait, le poids, on ne veut plus de commentaires sur le poids. Par contre, lorsqu'on va, par exemple, chez notre médecin, il y a toujours l'indice de masse corporelle qui est mesuré. Donc, pour plusieurs raisons médicales, mais si notre enfant, c'est vraiment un petit oiseau, il picard, là, c'est pas nécessairement un enfant qui va manger un repas complet des fois au dîner puis dire, regarde, je soupe pas. Là, c'est vraiment un enfant qui picard et son indice est très, très bas. Ou à l'inverse, c'est un enfant que lorsqu'on met le repas au centre de la table, si toutes les assiettes sont pas vides, il mange encore, puis que l'indice a tendance à grimper. Comment on gère ça? Peut-être que l'enfant écoute mal son signal. Qu'est-ce qui devrait nous allumer comme parents? En fait, pour un petit peu démystifier, les courbes, c'est tout simplement des chiffres et ce n'est pas on ne diagnostique pas un sous-poids ou un surpoids avec les courbes. C'est tout simplement juste un indice pour dire, OK, l'enfant, il décroche des courbes. Ou l'enfant, il monte rapidement des courbes. Parce que toutes ces courbes-là sont des courbes qu'on appelle normales. Qu'on soit sur le petit percentile puis qu'on le suit, tant mieux. Qu'on soit sur le grand percentile puis qu'on le suit, tant mieux. C'est vraiment des décrochages secs,
vers le haut ou vers le bas qui parfois vont nous amener à nous poser des questions. Est-ce que l'enfant vit quelque chose à la maison? Est-ce que l'enfant vit du stress à l'heure des repas? Comment ça se passe à la garderie? Est-ce qu'il y a une séparation? Donc, on va aller questionner pour savoir qu'est-ce qui peut expliquer le comportement peut-être alimentaire qui a changé chez l'enfant. Je ne cherche pas à changer la façon que mon enfant mange sur le combien et sur le si, mais je vais aller questionner l'environnement alimentaire, l'environnement social de l'enfant en général. Très important, effectivement. Oui. Merci pour la précision. Oui. Et là, Mélanie, j'aimerais savoir, tantôt, quand tu nous parlais de motivation intrinsèque, est-ce qu'une bonne façon d'éveiller ça, de stimuler ça, ce serait de dire, j'implique mon enfant dans les tâches et les responsabilités du quotidien? Oui, ramasser les jouets, mais est-ce qu'on peut leur faire plaisir puis les faire jouer aux grands en aidant, par exemple, maman à faire le lavage ou en les laissant passer l'aspirateur? Bon, ça sera probablement pas parfait comme si c'est nous qui l'avons fait, mais de leur donner aussi des tâches qui les amènent à jouer. Ben oui, absolument. Puis ce qui est beau, c'est que dans la petite enfance, là, les enfants, ils ont envie de faire justement des tâches d'adultes. C'est plaisant pour un tout petit de passer une balayeuse ou une vadrouille, alors qu'à l'âge de 15 ans, c'est un petit peu plus un combat. Mais si on leur a enseigné très, très jeune, ça devient quelque chose qui est inculqué dans la routine familiale. Alors, tout le monde sait que le samedi matin, tout le monde a sa tâche à faire. Alors, on peut déterminer des moments dans l'horaire. Moi, j'aime bien dire, par exemple, le samedi ou le dimanche matin, on a un moment, on a 2 heures, tout le monde a une petite tâche à faire. Alors, voici la liste des tâches. Qu'est-ce que vous voulez faire? Choisissez. Alors, tout le monde se sépare ça. On met de la musique. C'est un moment qui est plaisant. On rit, on danse en même temps. Puis, c'est d'accepter que les tâches ne seront pas faites comme nous, on les aurait fait. Tu sais, c'est sûr qu'un tout petit de 3 ans qui passe l'aspirateur, ça ne sera pas parfait. Mais c'est pas grave, ça peut être ça pour cette semaine, puis il restera du petit moumou dans le coin. Puis la semaine prochaine, on la passera mieux que ça, tu sais. C'est pas grave du tout, mais c'est comme ça qu'on enseigne aux enfants la motivation intrinsèque. Je vous jure qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, ça se garoche habituellement pour passer un aspirateur, mais peut-être pas pour laver une toilette, là. Non, mais... l'étiquetage aussi, tu sais, le petit plumeau, là, c'est super fun, c'est amusant. Absolument. Il faut le faire dans le jeu. C'est comme ça qu'on favorise une motivation intrinsèque. Nous aussi, comme adultes, on est comme ça. On a beaucoup plus de plaisir à aller travailler dans une ambiance de travail qui est agréable et qui est dans le plaisir où on rit beaucoup. Alors, il faut que ça soit la même affaire. C'est sûr que le moment qu'on dit « OK, à tout le monde sa tâche », c'est plate en titi, tu sais. Ouais. Et quand on le fait très tôt, ça perdure dans le temps. Oui, on va s'obstiner un petit peu plus avec les plus vieux qui vont dire « Ah, j'ai pas le goût ». Mais c'est là qu'on va mettre nos limites comme parents et qu'on va dire « Ben écoute, c'est comme ça, samedi matin, 9h, tout le monde fait ses tâches. » Moi, puis ça a le droit aussi de ne pas nous tenter comme parents. Fait que peut-être leur dire, regarde, maman, ça ne tente pas nécessairement de laver la toilette, mais à un moment donné, c'est des choses nécessaires de la vie. Alors, on participe, on embarque et allons-y avec tout le monde. Mais d'ailleurs, ça m'amène, Cosette, avec la cuisine. Oui. OK, j'ai quelques questions, mais justement en termes de tâches, de responsabilités. Moi, j'ai une petite voix qui me dit « Attention, c'est chaud. Attention, les couteaux, ça coupe. Attention. » Est-ce que, de par notre attitude et notre langage, la cuisine peut devenir un endroit qui peut faire peur à nos tout-petits? Oui, comme Mélanie l'a dit, ils veulent faire les tâches des grands. Ils veulent faire comme nous. Puis on sait qu'on est très souvent dans la cuisine, peu importe l'adulte dans la maison. Alors, vraiment, dès qu'ils sont tout petits, autour d'1 an, là, même avant, approche la chaise haute, la tour alimentaire, l'enfant grimpe dessus, il nous regarde faire, donne-lui un bol, une cuillère, laissez manipuler les fruits, les légumes, de parler des aliments, de les toucher, de les sentir. Ça, là, c'est une mine d'informations pour les enfants. Ils apprennent le langage client. Ils savent quoi faire avec le bol, la cuillère, la spatule. Puis tranquillement, vers l'âge de 2-3 ans, ils sont capables de commencer à compter contre la carotte, contre les bananes, ajoutent les ingrédients dans le bol, déchiquent la laitue, mettre la garniture sur la pizza, sur les sandwichs. Ça, c'est comme une salle de jeu, mais avec de la vraie nourriture. Et les enfants, ils veulent faire comme nous. C'est sûr que l'ingrédient numéro 1, c'est la patience. Hein? C'est sûr que c'est un apprentissage. Donc, si on a comme idée, ça va être parfait, ça va être propre, puis on va dire, non, touche pas ça, non, tu salis. On ne prendrait pas la recette la plus longue avec 25 ingrédients. Une recette qu'on connaît bien, on sait qu'il y a peut-être 5-6 ingrédients, qu'il y a des choses à mesurer, à transvider. Les enfants aiment beaucoup ça. Et c'est une recette que l'enfant apprécie bien. On commence par des recettes que l'enfant aime, apprécie, pas de nouvelles recettes. On sort des ustensiles adaptés pour les petites mains. Donc, un petit fouet, une petite spatule, des petits bols.
puis on laisse l'enfant s'amuser, découvrir. C'est fou comment il peut développer de l'autonomie, sa confiance en lui-même, sa dextérité, sa motricité fine. Ça a plusieurs avantages pour le développement de l'enfant. Puis, vers 3-4 ans, ils sont capables de transvider le contenu d'une tasse dans le bol, de mélanger des ingrédients, de peler des fruits comme une banane, par exemple, ou une orange, d'écraser des bananes, des pommes de terre. Puis, tranquillement, 4 à 6 ans, ils peuvent casser les œufs. Ça, c'est la job que tout le monde va faire, hein, exploser des œufs. Mais ma fille me le demande souvent, elle a 5 ans. À quel âge on a le droit de casser des œufs? Puis ça me faisait rire parce que je me disais, maman, je sais pas à quel âge on a le droit, mais j'ai dit, pour l'instant, je suis pas sûre, tu sais. Ah oui, ah bon. Elle a l'âge, entre 4 à 6 ans, oui. Mais on est craintif parce qu'on sait que ça va pas se casser comme nous on le ferait, là. Ça va vraiment une explosion d'œufs. Et c'est correct parce qu'ils découvrent un petit peu la texture, puis il faut ramasser les écailles. Puis c'est bien correct aussi. Fait qu'entre 4 à 6 ans, ils peuvent casser les œufs, ils peuvent battre des œufs, ils peuvent fouetter des ingrédients ensemble. Tartiner. Je pense que le couteau, c'est une question qui revient souvent. À quel âge je peux remettre un couteau à mon enfant? Il existe des couteaux pour les tout petits. Je dirais à partir de 18 mois, 2 ans, c'est des couteaux en bois qui sont sous forme carrée ou rectangulaire que l'enfant peut utiliser pour couper un peu n'importe quoi, des fruits et des légumes. Mais tu sais, le fameux couteau à beurre, là, avec le bourron. Je peux l'utiliser chez l'enfant dès l'âge de 4 à 6 ans également pour commencer à apprendre le mouvement de tartiner. On s'entend, c'est pas un couteau coupant, là, le bout est rond. Non. Je peux commencer à couper une banane. Tu sais, juste pratiquer le mouvement, couper une banane, couper des aliments qui sont mous, comme du fromage, comme des champignons. C'est des choses qu'ils peuvent faire. Et graduellement, l'enfant devrait être capable de vraiment tartiner bien comme il faut vers l'âge de 7-8 ans. Là, il devrait être capable de bien tartiner, mais plus il s'est pratiqué, meilleur il va. Donc, c'est vraiment ta crainte quand tu me dis « me semble qu'elle va se brûler, elle va se couper ». Mais on commence par des choses qui sont sécuritaires, bien évidemment, et on évolue tranquillement. Moi, vers l'âge de 10 ans, je commence à donner un couteau, c'est les petits couteaux Ricardo que j'appelle, mais le bout est coupant, mais le doigt va en arrière de la lame, donc pour protéger les petits doigts d'enfants. Mais c'est en se pratiquant qu'ils développent leur motricité fine, les enfants. Ils ne se réveillent pas à 10 ans, puis je suis capable. Là. Exact. C'est vraiment... Et qui ont du plaisir aussi à être avec nous dans la cuisine. Mais je retiens un élément, choisissons nos moments. Je sais que chez moi, les crêpes, les journées de congé ou le samedi matin, c'est un moment où les enfants ont droit, ils en mettent un peu partout. Des fois, il y a quelques grumeaux, mais une fois cuits, ça paraît pas. Ils sont tellement heureux, ça leur fait plaisir. Justement, le vide, transvide, tout ça. Mais je dois l'admettre, là, un mardi soir, qui est 5h05, tout le monde a faim, c'est du poulet cru. C'est pas le moment, je pense, de les amener non plus avec nous. Donc, utilisons notre GBS, comme vous nous dites, hein, notre gros bon sens pour choisir les moments ou notre patience aussi, peut-être plus au rendez-vous. Oui, puis vous serez surprise parce qu'ils sont capables de nous aider. À un moment donné, ils vont être capables réellement de nous aider vers 6-7 ans. On sort les ingrédients, une demi-tasse de ça, 3/4 ils sont capables de nous aider si on leur a laissé la chance de se pratiquer plusieurs fois et d'avoir du plaisir. Parce que c'est sûr que si tu fais pas ça comme ça, c'est pas comme ça qu'on le fait, attention, tu vas te brûler, mais là, c'est pas plaisant. C'est ça, je voulais rebondir là-dessus, Cosette. Écoute, on a toujours le même fil conducteur, toi et moi, hein, mais c'est exactement ça. Souvent, c'est sans le vouloir, on devient un peu un frein au développement de l'autonomie et des compétences de notre enfant. Puis c'est bien normal. Comme tu le disais, Maggie, un mardi soir, les compétences, on repassera, là, ça ne me tente pas trop de ramasser le bordel. Mais quand on en prend conscience, des fois, c'est d'y aller avec une petite chose peut-être par jour. Donc, l'enfant, il veut faire le repas avec nous. Fait que lui dire, écoute, je vais te permettre de transvider les choses ce soir. Ça, je pourrais le gérer. Fait que je vais mettre un grand linge à vaisselle en dessous là, de ta surface, là, puis c'est sûr que dans ma tête, je m'attends à ce que le pichet d'eau, là, il y en a un petit peu partout, mais je vais te permettre de le faire. C'est surprenant quand on observe, particulièrement les tout-petits, là, quand on les observe très, très tôt, s'impliquer dans ce genre de tâches-là, à quel point ils développent des compétences beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait pensé. Moi, j'ai vu des enfants de 2 ans transvider des pichets d'eau dans les verres, sans faire de dégâts. Puis là, on se dit, voyons donc, à 2 ans. Tu sais, souvent, on se dit, hey, non, attends un petit peu, là, tu ne seras pas capable. Hey, attention, tu vas faire du dégât. Mais c'est quand on est comme ça que l'enfant n'arrive pas à développer, justement, l'observation des limites.
tranquillement, on laisse l'enfant explorer avec de l'eau. On n'est pas obligé de le faire avec du café chaud, là, on s'entend. Et tranquillement, l'enfant comprend que, oh, il faut que j'aille un petit peu moins vite. Oh, il faut que j'y aille plus tranquillement. Et c'est comme ça qu'il devient compétent beaucoup plus jeune. L'idée, c'est pas d'amener nos enfants vers l'autonomie le plus vite possible. C'est pas ça. C'est juste que là, on est dans le partage des responsabilités. Puis ce qu'on veut, c'est amener nos enfants à se responsabiliser. Alors, si l'enfant peut nous aider beaucoup plus tôt, comme Cosette le disait, bien, c'est merveilleux. On est content que notre enfant de 4-5 ans puisse nous aider dans les tâches. Mais pour ça, il faut qu'il puisse se pratiquer avant. C'est exactement ça. Puis on oublie parfois, hein, mais peut-être des petites tâches faciles chez nous, par exemple, mettre la table. Ce sont les enfants qui vont mettre la table. Ils sont super contents, puis ça amène des discussions, le nom des ustensiles, à quel endroit on les place, tout ça. Ou même parfois nous aider à placer l'épicerie, à ranger les choses. Donc, poser des questions sur les légumes, les boîtes, les conserves, peu importe. Donc, des petites choses, mais qui les font participer. Et en terminant, justement, je me demande, mesdames, est-ce qu'on devrait quantifier? Je sais que fut un temps où ça a été très, très à la mode d'avoir comme un calendrier avec les tâches, les responsabilités, de mettre, par exemple, des collants ou des étampes. Et là, si on fait, par exemple, nos 5 tâches, eh bien, vient une récompense. Est-ce que c'est un modèle qui est encore utilisé? Est-ce que c'est très utile? Mais c'est un modèle qui est encore très utilisé, mais est-ce qu'on souhaite qu'il soit utilisé? Pas nécessairement. Mais là, encore une fois, il y a beaucoup d'éducation à faire. C'est assez récent là, quand même qu'on commence à parler du côté plus néfaste, je dirais, des récompenses. Mais la littérature scientifique est très, très claire quant au fait que le fait de récompenser un enfant sans le vouloir, ça devient aussi un mode punitif. Alors, on sait qu'on va être davantage dans des conséquences logiques et naturelles. On ne veut pas tant être dans un style punitif, alors que ça, c'est autoritaire, puis on n'enseigne pas grand-chose de logique à l'enfant. Mais quand on est dans une récompense, on est aussi dans un style punitif parce que si l'enfant ne le fait pas, ultimement, c'est une punition qu'il y a. Donc, si tu n'as pas fait tes 5 tâches, puis tu n'as pas eu tes 5 autocollants, bien, au bout, tu n'as peut-être pas la récompense que tu es supposé avoir. Donc, je vis une punition. C'est ça qui se passe. Alors, tout le monde a droit à son privilège, mais pas moi. Alors là, ce que ça fait, c'est que ça ne favorise pas la motivation intrinsèque. Première semaine, 2-3 premières semaines, peut-être que l'enfant va se motiver pour avoir la récompense au bout. Mais après 3 semaines, quand il va se rendre compte que finalement, s'il n'a pas fait ses 5 tâches, il n'a pas sa récompense, bien, ça va prendre le bord, cette affaire-là. Et l'enfant ne fera plus ses tâches. Donc là, on n'a pas favorisé une motivation intrinsèque. C'est ça qui s'est passé. La motivation intrinsèque, on est beaucoup mieux d'y aller justement dans la notion de plaisir. Juste d'avoir du fun à faire le ménage avec mes parents, ça en est une motivation intrinsèque. Je n'ai pas besoin d'avoir une récompense au bout de ça. La récompense va être le fait que je te valorise, puis je suis content de ce que tu as fait, puis bravo. C'est le fun, on a partagé un beau moment ensemble. Regarde comment la maison est propre, c'est agréable, les vêtements sont bien rangés. C'est ça, la motivation, ultimement. On le sait qu'au travail, là, fonctionner au bonus, ça ne marche pas très, très longtemps. Moi, j'en ai eu des boulots là, dans le passé, là, que ça fonctionnait au bonus puis au rendement. Ça marche pendant un certain temps, puis au moment où tu dis, regarde, là, tout en plus le bonus, là, ça prendra le bord, tu sais. Parce que c'est une motivation extrinsèque. Je le fais pour faire plaisir à l'autre. Oui, puis ça leur enseigne, le fait aussi que plus tard, il n'y aura pas toujours une récompense après l'effort ou après la tâche, parce que personnellement, quand j'ai fini de faire le ménage chez moi, j'ai la récompense du fait d'être bien, que ce soit propre, mais personne ne me paye pour faire mon lit le matin, personne me... Tu sais, donc, il y a toute cette notion-là aussi que en vieillissant, ça peut devenir peut-être monnaie de chantage ou d'échange, ou puis en embarquant pas là-dedans en bas âge, ben on va se donner une petite chance ou un air d'aller, si on veut, là, pour l'avenir. Absolument. Oui. C'est vrai que ça devient une monnaie d'échange. On l'entend avec les plus vieux. Là. Souvent, à partir de l'âge de 6 ans, là, les enfants vont nous dire « Ah oui, j'ai quoi en échange? Est-ce que je vais avoir une récompense? C'est quoi la récompense? » Là, on se dit « Oh, ben peut-être que je suis passée un petit peu à côté de la motivation intrinsèque. » C'est pas grave, là. C'est pas grave du tout. On se réajuste. Renverser la vapeur, là. Ce fut, encore une fois, très utile. On va tenter de mettre ça en place. Et Cosette, je travaille avec ma fille le cassage des œufs et je t'enverrai quelques photos de ce que ça va donner. Merci, mesdames. De nombreux produits sont offerts sur le marché pour nos tout-petits. En magasinant moi-même sur le web, j'ai découvert une boutique qui s'appelle Vers Imaginaire et qui nous fait toute une promesse.
Entre autres, adhérer à une consommation responsable, autant dans le choix des matériaux, dans la livraison, dans l'emballage. Le but est aussi d'encourager l'économie locale, de faire des choix afin de favoriser des pratiques équitables et même de redonner à la communauté. Cette promesse-là, eh bien, c'est venu me chercher. Alors aujourd'hui, je discute avec la fondatrice de Verre Imaginaire, Erika Deslandry. Bonjour Erika. Bonjour Maggie. Bravo pour ta promesse. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie? D'où est venue cette idée en 2017 de créer Verre Imaginaire? Ben, en fait, ça part avant toute chose de la maternité. Donc, je suis devenue maman quelques années auparavant. Donc, premier enfant. Puis, on s'aperçoit vite, je pense, en tombant parent que veut pas, dans les premiers mois, même, on cherche à lui procurer des objets qui vont stimuler son éveil, son développement. On est à la recherche de jouets éducatifs. Je me suis aperçue que c'était tout un monde. On s'aperçoit aussi que les proches, la parenté, vont souvent couvrir de cadeaux le petit nouveau-né dans la famille. Fait que comme parent, on peut venir ensevelir très, très vite de jouets, je trouve, à la maison. Et puis, ensuite est venue avec tout ça la phase orale, d'exploration orale. Je me suis rendu compte que c'était très long chez un enfant. Tu sais, quand c'est notre premier enfant, on le réalise que ça part à quelques mois. L'enfant va systématiquement porter tout à sa bouche. Et puis, ça aussi, c'est une phase qui dure. Fait que ça m'interpellait beaucoup là, d'en connaître un peu plus sur tout ce que mon enfant portait à sa bouche, sur les matériaux. Est-ce que, c'était toxique ou non? Fait que ça m'a questionné beaucoup. Le fait aussi que, comme je le disais, on vient qu'à être enseveli par une montagne de jouets, mais il y en a plusieurs qui brisent pas longtemps après, trop souvent. Puis ça aussi, ça m'interpellait beaucoup de voir que, donc c'était tout un marché, mais souvent, on devait en jeter plus rapidement qu'on l'aurait souhaité. Puis, alors, tout ça m'a amené à être un petit peu plus rigoureuse dans mes propres recherches personnelles. Puis, l'idée a mûri, puis je me suis dit, il me semble qu'un endroit où on retrouverait cette promesse-là, où les gens derrière feraient l'effort de recherche, pour offrir sous un même toit des produits qui sont choisis de manière un petit peu plus consciencieuse. Fait que ça vient de là, Verre Imaginaire. Donc, vraiment, l'expérience de maman qui est à la base de tout ça et qui est venue motiver les recherches. Mais justement, dis-moi, Erika, la promesse, elle est quand même assez grande, de vraiment porter une attention particulière à plusieurs facettes au moment de choisir un produit afin qu'il prenne part dans la boutique web de Verre Imaginaire. Est-ce que tu as une équipe avec toi? Comment ça fonctionne pour ajouter de nouveaux produits à la boutique? Bien, j'avouerais que c'est le volet que ça, je tiens à garder pour pas dénaturer la boutique. C'est un volet qui me plaît beaucoup. Fait que les recherches, tout ça, c'est beaucoup moi, la maman derrière Verre Imaginaire. Des fois, quand je communique avec justement ma clientèle sur les réseaux sociaux, j'aime avoir cette proximité-là avec les gens pour les conseiller, tout ça. Fait que c'est le volet que je me suis gardé, moi, avec le temps, les recherches, les démarches. Je m'amuse souvent à dire qu'il n'y a pas un objet dans la boutique que je n'offrirais pas moi-même à mes enfants pour les divertir. Donc, vraiment, notre promesse est d'offrir des jouets qui vont être en matériaux les plus écologiques possibles, non toxiques à la fois. On va aussi se soucier d'approfondir avec les différents fabricants de la provenance, que ce soit fait, conçu, fabriqué, là, si c'est à l'étranger, de manière éthique, tout ça. On va aussi de plus en plus concentrer nos efforts de recherche localement, donc d'offrir des jouets québécois, canadiens. Ça a été là, vraiment ça aussi notre mission des dernières années, là, de se rapprocher le plus possible de chez nous. Et puis, encore là, c'est ça, dans nos pratiques d'emballage, quand on livre nous-mêmes nos colis à nos clients, là, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des matériaux recyclés. C'est pour ça qu'on essaie de poursuivre ça le plus possible là, en tout point de la chaîne. Là. Exactement. Puis, c'est tentant de tomber dans les pièges du marché qui pourrait être de mettre des objets sur les tablettes de notre boutique en ligne, si on veut, juste à cause des tendances ou des modes, mais vraiment, depuis toutes ces années-là, on ne démarre pas là, de nos critères, dans le fond. Wow! Donc, je présume que vous préférez en offrir moins, mais vraiment, les produits qui se retrouvent donc sur votre boutique en ligne ont été, si on veut, approuvés de ton côté afin de s'assurer de toujours maintenir la ligne de conduite et répondre à cette promesse-là. Tout à fait. Puis c'est le second degré un peu de notre promesse dans le sens où, oui, des matériaux plus éco-responsables, mais en même temps, je pense que d'offrir un jouet qui va stimuler, c'est-à-dire un jouet qui va être
multifonctionnel qui va évoluer avec l'enfant va durer beaucoup plus dans le temps. Fait que c'est un petit peu ça aussi. Là, on se colle beaucoup un petit peu à la pédagogie Montessori, pour ceux qui connaissent, là, mais justement de stimuler les apprentissages par l'enfant même, le jeu libre, le jeu très créatif, où un même objet va pouvoir lui servir de multiples façons dans son jeu. Fait que c'est un petit peu comme ça aussi qu'on s'assure que chaque objet trouve sa place en boutique, mais est là pour durer avec l'enfant là, de nombreuses années. On le sait, chez nos enfants, il y a plusieurs phases. Certaines sont courtes, d'autres sont plus longues. Donc, si en tant que parent, on achète des objets pour répondre à chacune de ces phases, on peut, comme tu l'as dit, d'entrée de jeu, être rapidement enseveli. Mais là, justement, pour les parents qui nous écoutent, on a discuté avec Cosette et Mélanie tantôt des tâches, des responsabilités pour nos enfants. Et souvent, nos tout-petits aiment reproduire ce que font les parents dans leur quotidien. C'est une façon de se sentir plus grand. Donc, chez Vert Imaginaire, est-ce que tu aurais peut-être quelques exemples ou quelques produits coup de cœur à nous présenter qui pourraient répondre à cette envie-là de nos enfants de nous imiter en tant que parents? Absolument. Les jeux de rôle, là, comme tu le mentionnais, d'imiter le parent, ça va faire partie vraiment d'une longue période là, dans le développement de l'enfant. Donc, les jeux de rôle, que ce soit de jouer à cuisiner, je pense qu'on a tous dans nos maisons un petit coin cuisine. Alors, souvent, les petits fruits et légumes, justement, qui vont peut-être être attachés par du velcro comme ça, où l'enfant va même pouvoir se mettre à la tâche à côté de nous pendant qu'on prépare les repas. Ça va être parmi les petits produits coup de cœur. Donc, tout ce qui est jeu de rôle. Pour participer aux tâches, j'aime beaucoup ces petits couteaux-là qui sont québécois, justement. Alors, avec une petite prise ergonomique, tout simple, mais un petit couteau en bois, donc l'enfant ne peut pas se blesser, mais on peut installer l'enfant à nos côtés, lui faire couper les champignons, les cubes de fromage pendant qu'on prépare le repas, puis va participer avec nous justement à la préparation des repas. Une belle façon... Oui, et c'est très sécuritaire, non? J'allais juste dire, c'est vraiment très sécuritaire parce qu'on le voyait, l'utilisation du couteau, bon, selon les âges, mais ces couteaux de bois comme ça, c'est vraiment une façon, je pense que c'est assez nouveau, ça fait seulement quelques années, mais ça vient vraiment réinventer la cuisine avec nos tout-petits. Oui, exactement. L'aspect sécuritaire qu'on veut... comme étant qui est tout à fait primordial, en effet, mais de rendre l'enfant autonome puis de les faire participer, c'est une belle façon, je pense même, de faire en sorte qu'ils vont manger un petit peu plus qu'ils ont dans leur assiette quand ils ont mis la main à la pâte. Donc, un beau coup de cœur. La saison des jardins, l'été s'en vient. On a quand même une belle petite sélection, là, soit de petits objets format plus mini pour nos tout-petits. Donc, pour participer encore là, pour développer de saines habitudes. Fait que ça aussi, on essaie d'avoir une belle petite section, bien garnie là, pour des produits plus estivaux. Oui, donc ils peuvent, avec leur petite bêche, leur petite pelle, peut-être venir nous aider à désherber ou pourquoi pas ajouter des fleurs dans notre parterre avec les enfants, peut-être leur faire choisir la couleur. Bref, ce sont des façons ludiques, agréables de connecter avec nos enfants, mais tout en faisant nos tâches quotidiennes. Hein? On le sait, en tant que parents, notre liste de tâches à nous aussi est parfois très longue. Donc, pourquoi pas impliquer nos enfants avec nous? Alors, Erika, merci infiniment de tes suggestions. On aura la chance de se reparler un petit peu plus tard dans la saison. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez voir les produits dont Erika nous a parlé, vous pouvez visiter le vertimaginaire.com. Merci. Merci à Cosette Gerget, nutritionniste en pédiatrie, également à Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice. Un merci spécial à Erika Deslandry pour le coup de cœur de la compagnie Vert Imaginaire. Mon nom est Maggie Bélanger. Merci d'être à l'écoute de ce balado. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager afin d'espérer une saison 2 dans le but qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.